Vamos a continuar para cerrar esta mañana, ¿no? Arrancábamos sobre cómo las palabras mienten, intentar ver cómo se decapa ese lenguaje, porque el objetivo, al fin y al cabo, es intentar, como nos lo ha dicho al final Summer, ¿no? Buscar esa justicia, o como lo decía Camus, intentar disminuir el odio, la mentira. Y eso es algo que hemos pedido a las que son nuestras dos invitadas de este fin de mañana, Ngone Fall y Carla Fibla. Muchas gracias a las dos por estar con nosotros y con ellas os dejo. Y quería también, agradecer a Malek, becaria de este proyecto, que nos ha hecho de traductora también de Summer y que también hay que aplaudir, por supuesto, a nuestros traductores, pero a Malek también. Hola a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí en esta isla que, bueno, para mí es maravillosa. Ngone Fall y yo hemos decidido cambiar un poquito, que a lo mejor viene bien después de la intensidad de esta mañana. No lo sabíamos, que iba a ocurrir así. Pero ella y yo tuvimos ella quiso contactar conmigo pues a mitad de abril, un pequeño Zoom para ver un poco cómo íbamos a hacer nuestra conversación. Y la verdad es que en menos de 10 minutos, acabó nuestra conversación de Zoom porque decidimos que esta conversación para hablar sobre odio y mentira iba a ser algo que íbamos a empezar antes de llegar aquí, ¿no? Entonces, bueno, las dos estábamos muy ocupadas con muchas cosas profesionales y personales, pero conseguimos en algunos momentos conectarnos a, bueno, esa conversación WhatsApp, que yo voy a contaros ahora un poco para que veáis en qué momento nos quedamos ayer o antes de ayer, cuando llegamos aquí a Menorca, ¿no? Y bueno, entonces os voy a abrir absolutamente nuestra conversación de WhatsApp, para que sepáis un poco por dónde fuimos tirando nosotras. La conversación la empecé yo, empecé comentándole pues que el odio, un poco hablando sobre el odio y la mentira, si había una unión, ¿no?, entre esos dos conceptos. Directamente, porque yo soy periodista, le hablé de los medios, de las falsas noticias, los fake news que esta mañana ya han salido, que de forma natural parece que deben de ser como comprobados, el fact-checking que hablaba Miquel también esta mañana, ¿no?, suponiendo que no tienen por qué ser ciertas las noticias que nos llegan. Nos hemos acostumbrado a que la mentira pues, forme parte un poco del relato, ¿no? Y también hay un peligro de que algo falso, una mentira, pues sea publicada, pero se publica. Y luego, en relación al odio, le decía yo a Ngone si pensaba que era algo que se cultiva, ¿no?, que genera resultados con un objetivo proyectado que puede llegar a destruir al que expresa ese odio. La respuesta de Ngone en ese momento, a esto que os acabo de contar, fue: el peligro es la sospecha, no tener confianza, la gente desconfía de lo que leen, ven o escuchan, todo es una potencial mentira y las conspiraciones aumentan. Y ella ahí ya, como veréis en este resumen que os hago, empezó a lanzar ya algunas preguntas, ¿no? Y me decía: ¿crees que la vida en comunidad tiene un impacto en el nivel o en el grado de odio? Quizás el odio está unido a la necesidad de dominación. Ella luego seguía argumentando: si a largo plazo el odio destruye a la persona que la cultiva, puede también convertirse en una obsesión. El odio engendra la mentira. Reinventamos los hechos para justificar el odio. Y preguntaba también: ¿cómo reducir o neutralizar el odio y la mentira? Es necesario tener o contar con sociedades maduras, con perspectiva y discernimiento. Y ahí ya empezaba a apuntar alguna solución. Decía: la educación, el conocimiento, la sabiduría son las armas para lograrlo. La confianza en uno mismo también es un arma, ¿no? Hay que cultivar permanentemente el conocimiento y la comprensión del otro, la alteridad. Que yo la verdad es que cuando leí eso, porque para mí el concepto del otro es clave en mi trabajo, ¿no? Y me preguntaba: ¿cómo hacer que la humanidad sea el centro, el corazón de nuestras acciones y de nuestra vida? Y ella decía: yo utilizo el arte. Todos mis proyectos son plataformas de producción en las que se comparte y difunden pensamientos, sabiduría y conocimiento. Comprender el mundo y nuestras sociedades son un medio en el que el odio y la mentira no deben ser la sombra, negando nuestras historias, la historia de la aventura humana. Ahí entré yo en la conversación de nuevo y le dije: estoy de acuerdo con la desconfianza, pero vivimos en un mundo más informado que nunca. La opción de confirmar las informaciones es fácil. Tenemos una responsabilidad en relación a las mentiras que asumimos y reproducimos.
Seguí diciéndole, sí, el odio se desarrolla en el contacto entre personas. En una sociedad se puede construir y destruir casi prácticamente como opciones que están al mismo nivel. Y le preguntaba, ¿por qué crees que hay una relación entre la dominación y el odio? ¿Crees que el odio es un producto de la ignorancia, que al cultivarlo estamos retrocediendo? Y luego seguía diciéndole, estoy totalmente de acuerdo en que la educación y el conocimiento del otro es la clave para combatir el odio y reducir las mentiras. Pero si somos conscientes, ¿por qué cultivamos ese odio, ¿no? ¿Quién puede o tiene el poder de transformar la sociedad, la comunidad, para combatirlo? ¿Es posible una sociedad sin odio? Seguía preguntándole. Yo tengo muchas dudas, creo que está en nuestro ADN. Somos seres humanos, pero los valores humanos no parecen suficientemente importantes. La necesidad de la empatía no está suficientemente reconocida. Creo que estamos en una crisis de comprensión en relación al otro, le dije yo. Y en relación a lo que ella contaba sobre el arte, que para mí también me parece un medio muy poderoso, le decía que también en mi profesión, durante los casi 30 años que llevo ejerciendo el periodismo, siempre he hecho que un esfuerzo muy grande para que las personas sobre las que informaban estuvieran en el centro, respetando su forma de contar y explicar los hechos, porque yo creo que esa es la manera de terminar con las mentiras. Y terminaba mi argumento en ese momento preguntándole, ¿qué desafíos has encontrado tú al compartir pensamientos, sabiduría y conocimientos? ¿Pueden las mentiras ser utilizadas de forma positiva? Ahí en Goné me decía que la gente no hace el esfuerzo de verificar, que creen lo que leen y ven en las redes sociales. Los influencers son más escuchados que los periodistas. Se ha convertido en algo muy fácil de manipular, ¿no? Las masas. Hay una relación entre el odio y la dominación. El odio engendra destrucción. Cuando destruimos a alguien, a un país, una obra, nos otorgamos el poder de decidir la suerte de esa persona, ese país o esa obra. Tenemos el poder de destruir y eso es la dominación. Luego ella seguía diciendo que el odio no es solo el producto de la ignorancia, a veces también están los celos, la envidia, lo que engendra el odio. Y que al cultivar el odio se autodestruye incluso cuando no se es consciente de ello. Luego me decía que no cree que sea posible una sociedad sin odio, que eso es una utopía, ¿no? Y que eso le hacía también pensar en los 7 pecados capitales. Y ahí pasó a hablar de las religiones. Y me dijo que no han conseguido las religiones que a veces son utilizadas, ¿no? Que no lo han conseguido, ¿no? Que a veces las religiones son utilizadas para justificar el odio y la mentira. Y que sí, que estamos en una crisis existencial planetaria. Respecto al poder del arte, profundizaba un poquito más y me decía, es una plataforma que utilizo como laboratorio en el que se experimenta y que propone otra mirada sobre nuestra sociedad. Es una manera de vivir juntos sin negar la historia y sin mentiras. El peligro es el pensamiento único, es algo que no acepto. Hay que aprender a escuchar y a comprender. Para eso es necesario una perspectiva y tener un cierto nivel, ¿no? Trabajar con los artistas es crear un mosaico de propuestas, visiones a veces contradictorias. El objetivo es hablarse. Yo creo que ahí llegamos las dos a un punto en el que estábamos completamente de acuerdo, ¿no? También me decía que no cree que las mentiras puedan usarse de forma positiva. Y me volví a hacer la pregunta de qué creía yo en ese momento, ¿no? Y cuando entré yo ahí a hablar, le expliqué que bueno, para mí las redes sociales y el boom de los influencers es uno de los problemas, pero también la pregunta es por qué tienen más poder que los periodistas, en qué estamos fallando los periodistas, ¿no? Para que sea así. Y creo que la relación entre odio y dominación, en esa relación el problema aumenta cuando la destrucción se realiza de forma individual, porque nos estamos acercando hacia la dictadura. Y le preguntaba, ¿crees que cuando destruimos dominamos? En relación a la religión, que creo que es el único punto en el que no estábamos de acuerdo y que, como veréis, fue un poco donde terminó un poco a veces la conversación, yo le decía que para mí las religiones hacen que se retroceda en la sociedad, que crean confrontación, aumentan la tensión y marcan las diferencias, también que generan odio. Y luego le preguntaba, ¿por qué crees que el arte no tiene más poder en nuestras sociedades, cuando tiene una serie de principios y valores que podrían ayudar precisamente a combatir las mentiras? En relación al pensamiento único, a hablarse, le decía que estoy completamente de acuerdo, pero que a pesar de que parece que es algo sencillo, no entiendo por qué no logramos hacerlo, ¿no? Y que yo tampoco creo que las mentiras pueden usarse de forma positiva, pero que hay movimientos y líderes de opinión que defienden esta posición. Para mí una mentira no tiene ninguna utilidad. Ahí Ngone entra de nuevo a hablar sobre las redes sociales, dice que no es necesario reflexionar, o sea, que lo que generan las redes sociales es que no es necesario realmente reflexionar, porque total, se está leyendo en 3 líneas algo, ¿no?
Y luego decía que no sabía por qué los influencers tienen más poder que los periodistas, pero que no creía que fuera culpa de los informadores. Respecto a la religión, que es donde os digo que se quedó en nuestra conversación, me decía, no estoy de acuerdo, ¿no? Que yo creo que fue un momento que las dos dijimos, bueno, por fin vamos a empezar a discutir realmente, ¿no? Ella dice que los regímenes autoritarios utilizan las religiones para justificar las represiones y restricciones de libertad. Y luego vuelve otra vez sobre el arte porque dice que tiene ese poder, ¿no? Que los artistas tienen el poder de hacernos pensar de otra manera, de reflexionar diferente. Y sobre hablarse, el hecho de que yo decía que era algo sencillo, que porque no llegábamos a conseguirlo, me dice que todo el mundo quiere tener la razón, responderse a uno mismo. Ahí termina la conversación cuando ya estábamos, bueno, yo había llegado ya a Menorca, ella ya estaba ya en tránsito, ya llegando aquí, y yo creo que ahí es donde vamos a nosotras retomar esa conversación, así sobre la marcha, y quizás solamente por reconducirlo un poquito y pensando en Albert Camus, que por casualidad di con una entrevista que le hicieron en Le Progrès de Lyon en 1951. Fue una entrevista que estaba dentro de un reportaje largo que titularon Las servidumbres del odio. Fue publicado eso en 1951. Os voy a decir solamente 3 cositas, voy a leer literalmente 3 cosas que dijo Albert Camus en ese momento, que quizás nos ayuden a nosotras a continuar la conversación. Él dice, Albert Camus, que la libertad no consiste en decir cualquier cosa y en multiplicar los periódicos escandalosos, ni en instaurar la dictadura en nombre de una libertad futura. La libertad consiste, en primer lugar, en no mentir. Esa es una reflexión que él lanza en esa entrevista. Otra dice, el odio es en sí mismo una mentira, niega lo que es cualquier hombre que merece compasión. La mentira es más sutil. Sucede incluso que se miente sin odio, por simple amor a uno mismo. Todo hombre que odia se detesta a sí mismo en cierto modo. Y la última reflexión, cuando le preguntan sobre la regresión de la verdad, estamos en 1951, él dice, en apariencia, hoy todo el mundo ama a la humanidad, del mismo modo que uno puede amar que le sirvan un filete de ternera poco hecho. Y todo el mundo posee una verdad, pero es el extremo de una decadencia. La verdad pulula sobre sus hijos asesinados. Está por construirse la verdad, como el amor, como la inteligencia. Nada es dado ni prometido, pero todo es posible para quien acepta empresa y riesgo. Entonces ahora le doy la palabra a Ngoné para que continúe. Bon après-midi, est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Oui? Je ne suis pas sûre parce que je ne vous vois pas. Oui. Je voulais juste préciser que mon nom de famille, c'est Fall. Folle. Comme en anglais, ça veut dire loca. No soy loca. Donc, Fall. Effectivement, on a pas mal échangé parce que c'était un défi. Elle voyage beaucoup et moi, j'étais très, très loin en train de voyager à Madagascar. Et au début, moi, j'étais interloquée quand j'ai vu le thème de la discussion et je me suis demandé, en fait, si Sandra me détestait. Est-ce que Sandra me hait? Je ne suis pas philosophe. Pourquoi est-ce que je dois parler de ça avec quelqu'un que je n'ai pas jamais rencontré et qui peut-être me déteste aussi? Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Mais on a trouvé que c'était intéressant d'échanger par rapport à nos points de vue professionnels, mais aussi personnels. On vient de territoires différents, mais elle a vécu sur le continent africain, j'ai vécu en Europe. Elle est journaliste et moi, je travaille dans l'art contemporain. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment elle, en tant que journaliste qui est supposée relater les faits et une vérité, ou plusieurs vérités, comment est-ce qu'elle s'y prenait et en quoi est-ce que dans mon travail, l'art contemporain, les expositions et les projets que je fais sont des plateformes de production et de diffusion de savoir et de connaissances et où je m'appuie, parfois je pourrais même dire je m'agrippe sur l'histoire et sur l'éducation. Et je pense qu'on manipule des gens qui n'ont pas eu accès au savoir, qui n'ont pas voulu avoir accès au savoir. La paresse parfois peut aider. Des régimes qui manipulent les masses
et qui refont la réalité. Dans la première table ronde qu'on a jointe, parlait justement de la guerre d'Algérie. Jusqu'à il y a 3 ans, en France, on parlait des événements. Ce n'était pas une guerre. Et les enfants n'avaient pas appris ça à l'école. Et ce sont beaucoup des artistes, et français et algériens, qui sont passés par des métaphores pour parler de cette guerre et de ces déplacements de population. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans les artistes que j'ai pu rencontrer, que je fréquente, de voir comment est-ce qu'ils se servent justement d'une sorte de restauration de la vérité en exhumant des histoires, et finalement que ce travail que nous on fait dans l'art contemporain, sans prétention, il n'est pas très loin du travail que tu fais, même si on passe par des biais différents. Toi, tu vas avoir une rigueur presque scientifique de dire je suis un témoin, j'observe, je dois relater les faits et ne pas impliquer trop d'émotions personnelles parce que ça peut biaiser le regard. Alors que le créateur va être dans une démarche inverse et justement essayer d'amener différents publics à réfléchir ou à repenser un état de fait à travers une œuvre qui peut être poétique ou spirituelle. Mais j'aimerais qu'on revienne sur la religion parce que pendant nos échanges entre 2 aéroports et 15 déplacements, au bout d'un moment, elle m'a dit « Oh là là, mais c'est terrible, on est d'accord sur tout, on va s'ennuyer, le public va s'ennuyer. » Et elle a balancé quelque chose sur la religion et je n'étais pas d'accord. Donc j'aimerais qu'on creuse cette question de la religion, si tu veux bien revenir sur ce que tu avais dit à ce moment-là. Bueno, cuando ella sacó el tema de la religión, que evidentemente también hay una parte muy personal, ¿no?, de la relación que tienes con la religión, a las religiones, durante tu infancia, en la educación, en tu vida, ¿no?, más de adulta luego. Yo he tenido la suerte de ser una persona migrante con muchos beneficios, no del tipo de migración de las que nos han hablado esta mañana, o sea, migrante económico, como suelen así decir. Entonces he compartido una gran parte de mi vida en lugares donde que no era la cultura que había vivido de pequeña, con diferentes religiones también, ¿no? Y venía de una infancia en la que no es que hubiera un rechazo hacia la religión, es que no existía, por mi entorno familiar, pues se decidió que no era así. Entonces me costó mucho entrar en eso, en entender, y hice un gran esfuerzo en entender esas sociedades en las que la religión, y sobre todo, os hablo sobre todo de la religión del Islam, ¿no?, cómo marcaba una forma de vida en la que yo acabé viviendo de una forma muy natural también, ¿no?, sin tener por qué creer exactamente en lo que ellos creían. Entonces, pero aún así, de lo que es, sobre todo a través de mi trabajo, mi sensación quizás es un poco una visión muy contemporánea de las religiones, ¿no?, pero es que generan o sea, yo lo que veo a día de hoy es que esas interpretaciones de la religión, o sea, que no tanto cómo se leen los libros sagrados, ¿no?, eso sí que lleva a una confrontación. Es verdad que es ese uso que tú decías, de cómo se usa la religión para... Entonces, es ahí el punto en el que para mí se convierten generan esa tensión, ¿no? Son parte de la confrontación que estamos viviendo a día de hoy. Parce que c'est difficile, en même temps je te regarde et j'écoute la traduction, si. Mais tu parles que tu as peut-être une expérience ou un positionnement contemporain de la religion. Ça voudrait dire que d'autres personnes qui sont tes contemporains, comme moi, on a une vision archaïque de la religion. Je fais exprès de te provoquer, sinon on va s'ennuyer. Si, c'est ça. Elle est comme ça. Parce que pour moi, les mots ont beaucoup d'importance. C'est pour ça que c'est compliqué de... Pour moi aussi, je comprends un peu l'espagnol, mais pas suffisamment pour le parler. Et donc là, je vais mettre ma casquette de sénégalaise. Est-ce que ce n'est pas une vision eurocentrée de la religion qui fait que, ce que je constate, la religion aujourd'hui dans certains territoires est utilisée pour justifier des crimes.
sur certains territoires est utilisé pour tuer toute voix discordante sur certains territoires. Je viens d'un territoire où ce n'est pas le cas. Et je viens d'un pays où on ne s'est jamais fâché avec les religions, parce qu'on en a plusieurs. Donc l'idée de la pensée unique, qui a une seule version ou d'une vision contemporaine de la religion, mais on est tous des contemporains de notre époque. Et donc, d'où ma question, est-ce que ce que tu appelles une vision contemporaine, ce n'est pas plutôt une vision d'occidentale ou d'européenne? Yo no lo veo así, pero te voy a explicar un poco por qué. O sea, yo cuando hablo de una visión contemporánea no estoy refiriéndome a cómo no me estoy refiriendo a cómo se vive en un territorio o en otro. Estoy hablando de que estamos viviendo en el mundo, o sea, el mundo actual. No me estoy remontando a lo que eran las religiones, sino a lo que es la religión hoy, a día de hoy. ¿Consideras que mi visión es eurocentrista por el hecho de yo ser europea o porque, claro, lo que te estaba intentando explicar antes es que yo he tenido una vivencia de lo que es la religión en países que no son Europa, donde he comprendido por qué forma parte de la vida de la gente, ¿no? Pero sí que mi experiencia ha sido que sí que he visto que lleva a la confrontación y a la tensión. Eso es lo que quería explicar. Et si on s'affrontait alors? Et si on s'affrontait alors? Tu dis que la religion amène à l'affrontement. Ça a amené beaucoup à des affrontements, ça a créé beaucoup de guerres. Dans le passé, j'espère qu'on va tous se calmer et que ce ne sera plus le cas. Mais justement, si tu penses que ça amène à l'affrontement, toi, en tant que journaliste qui doit relater des faits, qui a un témoin, qui cherche la vérité. ¿Cómo tu fais pour ne pas tomber dans le piège? Bueno, pues intento precisamente relatar lo que son los hechos, o sea, qué es lo que está pasando. Si yo veo que hay hay unos extremismos en un conflicto determinado o en una sociedad, las cuento. Si esos extremismos están utilizando, como tú decías antes, la religión, se basan en ello, pues es lo que cuento, ¿no? Si alguien quiere intervenir, podéis intervenir porque veo por ahí que me llegan cosas. Si alguien quiere, podéis hablar, por supuesto. Esto es abierto, ¿no? Je donne la parole aussi. Oui, c'est ouvert. On a fait exprès d'être plus dans de l'informel que dans du formel. Mais souvent aussi, parce que les mots blessent, les mots ont un poids très important. Et il est arrivé que justement des textes, des écrits, ou même des journalistes soient des véhicules pour générer le mensonge et la haine. Et comment tu gères ça, en fait, avec cette profession, avec certaines personnes dans ta qui ont basculé du côté un peu comme Dark Bagor dans la force obscure? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la ética también de cada uno, o sea, cómo ejerces tu profesión, que también es tu forma de vida. Yo creo que está todo relacionado, pero bueno, eso es un ejercicio particular de cada uno, ¿no? Muy personal, y eso se acaba aplicando también en la profesión. Por supuesto que sí que he visto situaciones y casos en los que hay medios de comunicación que incitan también a esa confrontación. Nosotros aquí en España hay, el análisis que se hace, por ejemplo, de todo el tema migratorio es muchas veces desde los medios de comunicación se incita a un odio, ¿no? A ese miedo al diferente o al otro que hablabas tú también en algún momento en la conversación. Yo no estoy de acuerdo con eso, intento combatirlo. ¿Cómo se combate? Bueno, pues intentando ejercer tu profesión de la mejor manera posible, o sea, intentando que se puedan escuchar también incluso esas voces más radicales porque están de repente teniendo ese espacio. Y luego, sobre todo, es verdad que para mí es muy difícil, y creo que ahí Camus también hablaba de eso, ¿no? Es muy difícil mantener una objetividad y que no te afecten ciertas situaciones y ciertos planteamientos, pero creo que el periodismo siempre tiene que intentar mantener cierta distancia. A veces no se consigue del todo.
Et dans la nouvelle étape de ta vie en ce moment, de ce que tu vas faire dans les mois, dans les très nombreux mois à venir, où il y a beaucoup de mensonges et de haine aussi à déconstruire, est-ce que tu as réfléchi à des outils ou à des chemins que tu allais prendre pour combattre ces phénomènes? Bueno, yo ahora voy a tener una relación mucho más directa con una sociedad civil de dos países que están de Irak y Siria, que son dos países donde todavía se vive una situación muy complicada. Y precisamente yo he querido alejarme un poco del periodismo porque creo que es muy necesario y quizás, bueno, a mí me ha llegado ese momento de tener un contacto más directo con lo que es la sociedad civil de esos países. O sea, ver cómo ha evolucionado esos conflictos que ya tienen más de una década, bueno, Irak más, ¿no? Y ver de qué maneras puedo yo, con la experiencia que tengo, pues ser útil para poder ayudar a canalizar de alguna forma, que es en lo que me voy a meter, pues algún tipo de herramientas que puedan hacer que se construya algo, ¿no? Después de, cuando haya alguna ocasión, que no estoy diciendo que ahora sea el momento de que la haya, pero que en algún momento tendrá que haberla, ¿no? Espero. Ahora te pregunto yo, ¿no? Así. A mí me gustaría saber, tú hablas de la parte del arte, ¿no? de esa plataforma, del laboratorio. Me interesaba mucho ese concepto de laboratorio que estabas diciendo, ¿no? Y que además aquí creo que estamos teniendo ocasión a través de artistas, ¿no? de ver cómo les afecta la actualidad. ¿Cuánto crees que un artista se tiene que proteger ante esa actualidad o tiene que dejarse llevar sin más? O sea, ¿cómo afecta la parte creativa la actualidad? Ça, c'est difficile parce qu'elle me demande bon, une question, mais qui en faut, même temps s'adresse à des artistes en sachant qu'il y en a beaucoup dans la salle. Je vais parler de mon point de vue. Je pense que c'est impossible de se protéger de la laideur du monde, sauf à se déconnecter de tout et d'aller vivre dans une grotte quelque part dans une montagne. Il ne s'agit pas en fait de se protéger, et je pense qu'on a à la fois une responsabilité individuelle et collective par rapport à ce qui se passe sous nos yeux, chez le voisin ou à l'autre bout du monde. Et ensuite, chacun décide de prendre position ou pas. Et c'est un choix individuel. Mais je ne pense pas qu'un artiste a à se protéger. Au contraire, moi, j'ai toujours été attirée vers des artistes ou des créateurs qui avaient un engagement en faveur de la justice sociale. Bon, après ça, c'est aussi personnel dans mon approche, mais je cherche justement des artistes qui transmettent des faits, des histoires, des informations, mais en passant par des métaphores. Ça peut être à travers des textes de fiction. Je me suis moi-même amusée à écrire deux textes de fiction pour dénoncer des stupidités politiques dans mon pays au début des années 2000. Et donc, pour moi, c'était un laboratoire de savoir, je ne suis pas littéraire, je ne suis pas écrivain, mais comment est-ce que je gère la frustration d'une situation en passant par la fiction. Donc, j'ai fait une version Austin Power en Afrique pour dénoncer une situation. Et des artistes vont passer par des métaphores. Et c'est ce qui m'intéresse. Et c'est pour ça, en fait, que j'aime travailler avec des artistes. C'est comment est-ce qu'on peut alerter les sociétés, nos contemporains, en passant justement par des biais poétiques, par de la beauté, par de l'émotion, mais avec toujours l'idée qu'au fond, on quitte un spectacle, on quitte une salle d'exposition, on ferme un livre, et c'est là où on commence à réfléchir sur soi-même et sur la société. Donc après, maintenant, il y a différentes formes d'artistes, mais c'est vrai que personnellement, j'ai toujours été attirée par les artistes qui avaient un engagement fort et assumé. Y ahora mismo, con toda la situación que estáis viviendo en Senegal, ¿están los artistas
tomando un poco un camino un poco diferente, están consiguiendo expresar un poco lo que está ocurriendo en esa sociedad diferente de lo que están aportando los medios de comunicación? Alors, ça va sembler assez paradoxal, mais si je prends les arts visuels au Sénégal, ce ne sont pas les artistes visuels qui ont été, à travers une production artistique, les premiers à dénoncer un état de fait. Alors peut-être qu'ils et elles ont besoin de recul et que ça va prendre du temps, mais les personnes qu'on a vues, on va dire, monter au créneau pour défendre la démocratie, c'était surtout des chanteurs. Ça passe beaucoup par le slam, le rap, par la parole, mais pas par l'art contemporain, pas par la danse non plus, pas par le théâtre. Il faut savoir aussi que ces 3 dernières années, on est monté en puissance dans la violence et que de poster sur Facebook, c'est le cas de l'actuel président qui est sorti de prison 10 jours avant d'être nommé président. Il a été arrêté pour avoir mis sur sa page Facebook parodie de justice. Et pour avoir écrit parodie de justice, il a été arrêté et les chefs d'accusation, c'était appel à l'insurrection, atteinte à la sécurité de l'État, terrorisme, pour avoir écrit parodie de justice par rapport à une décision judiciaire. Et je crois que c'est là où justement on a commencé, et donc ça c'était il y a 1 an. Et il y a beaucoup d'activistes qui ont quitté le pays et qui étaient pour beaucoup en exil, réfugiés politiques au Mali. Le Mali que l'Occident considérait comme le méchant à cause du coup d'État. Donc ça prouve que les relations de bon voisinage, et quand par rapport à l'histoire, au Moyen-Âge, on faisait partie du même empire et qu'on est un même peuple, on est capable de transcender ces frontières totalement artificielles et absurdes. Mais on a atteint ce degré de suspicion où les gens commençaient à comprendre que leur vie pouvait être en danger pour un mot, qu'un jeune de 12 ans qui était en train de manifester dans la rue avec le drapeau sénégalais comme si c'était Batman, qui est mort tiré par une balle réelle, tout d'un coup on réalise que manifester, qui était un droit qui remonte au 19e siècle au Sénégal, eh bien on peut mourir comme si on était en Birmanie, et on peut être tué pour porter le drapeau sénégalais, parce que le drapeau sénégalais est devenu un symbole de subversion pour un pouvoir qu'on avait élu. Donc je laisse du temps aux artistes contemporains. Je ne vais pas leur en laisser beaucoup, parce que j'aimerais bien avoir leur point de vue, et que je vois que ce sont justement des artistes vietnamiens avec qui j'ai travaillé dans le passé, qui sont en train, à distance, de produire des œuvres en relation avec une situation qui est très, très éloignée géographiquement. Donc peut-être que les artistes contemporains sénégalais se sont un peu embourgeoisés et qu'ils ont besoin d'un grand coup de pied dans le dos. On verra. Ou peut-être qu'il faudrait qu'ils entendent d'autres personnes parler, les gens du premier panel, qu'ils se rendent compte qu'on a vécu un enfer pendant plusieurs mois. Et il y a des gens qui vivent un enfer depuis des décennies. Ouais. Voilà. Y volviendo un poco al tema del odio, me gustaría saber un poco tu opinión sobre esta reacción antifrancesa que se ha visto en el Sahel, en varios países. Hemos visto los golpes de Estado y se ha utilizado a veces más o menos, ¿no? En Níger, en Mali también, en Burkina, también en Chad está empezando un poquito, ¿no? Y que se está poniendo como ese movimiento antifrancés, o como, no sé si consideras que ahí hay un odio real que se está utilizando. Je ne pense pas qu'il y ait de haine. Je dirais qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un poème formidable d'un Algérien, ça remonte à 1961, par rapport à la guerre d'Algérie. Et le poème s'appelle « Le serment ». Et
Donc, il jure, et jure sur des atrocités. Je paraphrase. Je jure sur les maisons brûlées au napalm dans tel village. Je brûle sur le corps de ma sœur violée plusieurs fois. Je jure sur le voile de ma mère rempli de larmes. Je jure. Donc, il cite en fait toutes les atrocités de la guerre d'Algérie et il finit par dire « Je jure sur la haine et la foi, encore la religion, que nous n'avons pas de haine contre le peuple français. Et c'est un des poèmes les plus puissants. Moi, je l'ai appris à l'école quand j'étais petite parce que ça faisait partie du programme scolaire. Mais pour revenir à cette question, je crois que ce qu'il y a, c'est un ras-le-bol. Il y a d'un côté, dans certains pays, un ras-le-bol d'une certaine attitude, après qui va être une opportunité, une aubaine pour d'autres pays pour venir prendre la place. Et du côté de la France, ce que je considère, ce que j'appelle le sentiment d'abandon. Tu ne m'aimes plus. Pourquoi tu ne m'aimes plus? Pourquoi tu penses que je suis méchante? C'est un peu comme, si tu te souviens, le soir du 11 septembre, moi j'ai entendu des Américains dire « Mais pourquoi autant de violence? Qu'est-ce qu'on leur a fait ?» Tu vois, ça te fait sourire. Eh oui. Mais eux ne souriaient pas. Et la question était sincère. Et je pense qu'il y a cette même sincérité du côté français, de se dire, mais je ne comprends pas quel est le problème, qu'est-ce que je vous ai fait, je vous aime. Le président de la République française avait donné une interview dans un grand magazine, Jeune Afrique, et le titre de l'article disait... Donc, il citait le président de la République. Il disait « Entre l'Afrique et moi, je veux que ce soit une histoire d'amour. » Et je suis tout de suite allée voir sur Twitter comment la communauté allait réagir. Et du côté de l'Algérie, ça a été un déchaînement de violence en disant « C'est le bourreau qui m'a violée qui maintenant me parle d'amour, alors qu'on parle de viol. » Donc, on est arrivé à un point d'incompréhension. Donc, qui crée une rupture. Moi, ce qui m'a fait réfléchir, c'est d'être à Madagascar il y a 2-3 semaines, très loin, là-bas, au bout de l'Afrique australe, et de passer dans la rue et de voir un graffiti « France dehors ». Donc, je me suis dit, mais... Et j'ai trouvé personne qui pouvait me dire... D'où sortait ce graffiti? Est-ce que c'était une opinion qui était partagée? Tout le monde m'a dit non. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est amusé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport à ce que la France appelle un sentiment anti-français, je trouve que c'est aussi infantilisant. Ça veut dire que l'Africain est toujours uniquement capable que d'émotions. Donc, on a un sentiment de haine, on a un sentiment d'amour. On veut nous aimer. Pourquoi vous nous haïssez? Les choses sont à la fois beaucoup plus simples et plus compliquées, mais il faudrait beaucoup plus de temps pour rentrer dans ces relations sur plusieurs siècles entre ces deux continents. Mais comment déconstruire et sortir du déni? C'est surtout ça. Je pense qu'il y a du déni d'un côté. De l'autre côté, une situation de ras-le-bol qui a atteint un paroxysme et qui s'est transformé en rejet et qui est du coup instrumentalisé par d'autres personnes à d'autres fins. Donc du coup, ce qui était une histoire d'amour à deux devient une partouze assez glauque. Ouais. Sí, pero esta mañana hemos estado hablando de temas como la dignidad, como no sé si el respeto o si ahí es donde a lo mejor podría... Porque mi sensación siempre ha sido cuando he trabajado en África o en países árabes, que los europeos, el trato muy pocas veces ha sido un trato de igualdad, que siempre ha habido una prepotencia que al final acaba dominando mucho esas relaciones, ¿no? Cada país es un mundo, o sea, generalizar es terrible, pero siempre he tenido la sensación de que ese odio o esa sensación, esa confrontación la provocábamos más desde la parte occidental. No lo sé si estás de acuerdo. Je vais revenir à l'importance de l'éducation, parce que
quand on grandit dans un contexte de propagande coloniale pour justifier l'occupation et l'exploitation d'autres territoires, pas seulement l'Afrique, hein, c'est aussi le cas des Amériques. Mais cette mémoire de sentiment de supériorité parfois inconscient se transmet de génération en génération. Et finalement, ce que l'on retient de l'autre, c'est quelqu'un à qui on a apporté la civilisation, les lumières, l'éducation, des hôpitaux, la route. Et puis après, les Amérindiens rajoutent toujours, n'oubliez pas la syphilis, ça aussi, ils nous l'ont donné, ils nous l'ont laissé. Mais d'un autre côté, nous, à l'école, en tout cas moi dans mon cas par rapport au Sénégal, on commence par apprendre l'histoire du Sénégal, l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, l'histoire de l'Afrique et l'histoire du monde. Et quand j'ai étudiante dans les années 80, quand j'arrive en France, je m'aperçois donc que mes contemporains à l'école d'architecture n'avaient absolument aucune connaissance des territoires au-delà de l'Europe occidentale. Donc j'ai trouvé ça terrifiant. À cette époque-là, c'était avant que Internet, les réseaux sociaux existent, et je me demandais comment c'était possible, et je leur demandais, mais qu'est-ce que vous avez appris à l'école? Vous ne connaissez pas le monde, mais vous avez ce sentiment d'avoir conquéri le monde, mais vous avez conquéri quelque chose que vous n'avez pas compris, ou que vous avez nié pour pouvoir justifier la conquête. Et c'était des conversations impossibles, parce qu'on n'avait pas le même degré de connaissance. Et pour certaines personnes, de s'apercevoir que c'était l'Africaine qui avait le plus de connaissances, ça crée de la violence et ça crée la haine. Et c'était intéressant pour moi de voir l'importance de l'éducation. Et je pense que ça, c'est important. Et ça revient au fait que des jeunes Français, jusqu'à récemment, n'apprennent pas la guerre d'Algérie et qu'on parlait d'événements d'Alger et qu'encore aujourd'hui, les gens n'apprennent pas. Moi, j'ai fait un grand projet en France et j'ai mobilisé 350 écoles et j'ai fait un plan national de formation pour former des professeurs à enseigner l'histoire de l'Afrique. Parce que quand je suis arrivée, je me suis amusée à regarder, mais juste par curiosité, qu'est-ce qu'on leur apprend sur l'Afrique pour que certaines personnes aient des comportements tellement déplacés que j'avais envie de prendre mon talon aiguille et puis de taper sur la tête. Et il y avait par exemple littérature africaine, les enfants soldats. Initiation à l'art contemporain africain, les artistes africaneurs. Mais pour parler d'un continent, je me dis, heureusement, je ne suis pas sud-africaine. Si j'envoie ça à mes collègues sud-africains, il va y avoir du sang sur les murs. Et c'est là où je leur ai dit, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas parler de nous dans ces termes. Donc maintenant, on va vous dire comment parler de nous. Et donc j'ai fait ces plans de formation et tout le monde me disait, ça n'intéresse personne, les professeurs vont pas... Et j'ai dit, il faut combien de personnes pour qu'on puisse faire un plan de formation? 30. On a eu 600 volontaires. Et à la fin de la première formation, les gens continuaient à envoyer des emails en disant, c'est quand la prochaine, c'est quand la prochaine. Ce qui prouve qu'il y a souvent aussi un décalage entre les peuples et ceux qui nous gouvernent, ou ceux qui prennent les décisions, et que souvent on a une mauvaise compréhension de notre propre société, ou on ne veut pas la comprendre, parce qu'on est soi-même dans le déni et le mensonge pour s'agripper au pouvoir. C'est ce qui se passe dans certains... Mais j'en reviens toujours, si on veut réduire la haine et le mensonge, moi je dis, c'est l'éducation, je dis aussi c'est l'art, par les artistes contemporains, en sachant que les artistes contemporains s'appuient sur des faits divers parfois, sur l'histoire, sur aussi J'aime beaucoup quand je travaille avec des artistes, ensuite créer des outils pédagogiques pour les différents publics. Et je pense qu'on n'y arrivera pas sans l'éducation et que chaque projet est un laboratoire où on teste les choses et quelque chose qui va marcher à Dakar va peut-être pas marcher à Cape Town, va peut-être pas marcher à Malaga, mais il faut essayer. Et si on arrête de se parler, c'est foutu. Si on pense qu'on est culturellement, intellectuellement, socialement supérieur aux autres, parce qu'il y a des sociétés dans lesquelles c'est ce qu'on fait croire aux enfants, là aussi on est foutu. Et parfois on se raccroche à la religion le dimanche à l'église. Ouais. Je sais.
No sé si... Un don la Pagol, ¿no? Si tenemos un poquito más de tiempo, me han dicho. O sea, que si queréis, por favor, participar. Sí, sí. No sé si es micrófono. Espera, que te dan un micrófono. Bueno, pero para que lo escuche todo el mundo. Hola. Bueno, yo voy a ser pesimista. Esta mañana se ha hablado de dignidad y de otros valores, pero en ningún momento he oído la palabra ética. Nadie ha hablado de ética. Y en las redes no existe la ética. Si no existe en las redes, parece que no existe. Entonces, si no hay ética, no hay límite ni al odio ni a la mentira. Tu veux réagir à ça? Je pense pas effectivement qu'on ait parlé d'éthique, mais pour moi c'était assez peut-être évident. C'est pour ça que parfois par défaut, j'en parle pas. Juste une question, vous avez tous, j'imagine, entendu plus ou moins parler de la question des restitutions des œuvres d'art, que ce soit sur l'Afrique, sur l'Asie, sur les Amériques. Et j'étais à une table ronde au Metropolitan Museum, qui est un des plus grands musées aux États-Unis, et ils étaient en train d'expliquer qu'en fait, dans leur collection d'œuvres égyptiennes, ce sont des œuvres qui ont été acquises par les États-Unis suite à un contrat avec la Grande-Bretagne qui, à l'époque, avait colonisé l'Égypte. Et cette convention s'appelait le partage. Donc, les Américains arrivent avec des moyens financiers pour faire des fouilles archéologiques. Ils signent un contrat officiel avec l'Angleterre et en échange, une partie de ce qu'ils trouvent dans les fouilles leur appartient. Donc, ils appellent ça le partage. Donc, du coup, le Metropolitan et d'autres musées américains disent « Mais nous, on avait un contrat, on est dans la légalité et on a investi de l'argent. » Et moi, je leur disais « D'accord, mais est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est moral? La question, ce n'est pas de savoir si c'est légal, parce que c'est légal, vous avez un contrat avec un pays qui occupe un autre territoire qui n'est pas le sien. Donc, vous n'avez pas signé de convention avec l'Égypte, mais avec la Grande-Bretagne. C'est légal pour vous, mais est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est moral? Est-ce que le mensonge est éthique? Non. Mais je pense que la responsabilité éthique incombe aux journalistes. Justement, c'est pour ça que j'en reviens à la question de la pensée unique. Qu'est-ce qui est la vérité? Parfois, il y a un événement, vous avez 15 témoins, vous pouvez avoir 15 versions différentes en fonction du point de vue. Mais peut-être que la question de l'éthique reviendra sur la table cet après-midi, mais elle est essentielle et pour moi, elle est fondamentale. Sí, muchas gracias. No pensaba tomar la palabra, pero el debate sobre la religión me obliga a matizar, o por lo menos contribuir a este debate súper interesante y necesario. Y a este debate entre el eurocentrismo y el mundo en que vivimos. Y una referencia filosófica. Javier Gómez nos ha enseñado que todos somos filósofos. Y, lógicamente, un filósofo occidental, gran filósofo Nietzsche, de una manera rotunda, dijo: Dios ha muerto, el siglo pasado. Y los occidentales llegamos y estamos convencidos, muchos de nuestros occidentales, de que solo hay una civilización que ha progresado y ha avanzado y, lógicamente, que poseemos la verdad. Y cuando un filósofo occidental dice que Dios ha muerto, colocamos la religión, el sentimiento ético, y ya no hablamos de religión, sino de espiritualidad, como un enemigo. Y llegamos a conclusiones
de buena intención como Carla, que ha vivido en ese mundo africano, musulmán, donde te han recogido bien, donde tú misma has señalado en tu intervención que has visto que la religión no perturbaba el enlace entre distintas comunidades, pero sin embargo tu conclusión es que las religiones llevan a la confrontación y a la provocación y al conflicto. Eso no es verdad. Lo que llevan a la confrontación y a la utilización de la religión son unos poderosos, unos políticos, unos dominantes que utilizan la religión para justificar su ideario de poder, pero no las religiones. Y termino señalando que en este mundo que nos vamos a enfrentar de la inteligencia artificial, la espiritualidad, llámalo ateísmo, llámalo cristianismo, llámalo religión, llámalo ética, es lo que nos va a diferenciar de ese mundo perfecto de los robots De las máquinas. y de las máquinas. El Papa Francisco habla de que en Occidente hemos utilizado mucho el fundamentalismo islámico. Un horror, evidentemente. Los terroristas, Al-Qaeda, Daesh, todos musulmanes. A eliminar la religión, el Islam nos suplanta. Único tema en debate político europeo, elecciones europeas, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Nos van a reemplazar o no nos van a reemplazar estos religiosos? ¿Es la religión? No, no es la religión. Es los políticos que están intentando trasladarnos a decir que la religión es lo que nos va a llevar a la situación. Y por tanto el Papa Francisco dice, sí, no fundamentalismo islámico, pero tampoco fundamentalismo laico. Si queremos entender la complejidad del mundo actual, tú tienes que incorporar como una pieza más, y cada uno luego es libre de ser ateo, no creyente, lo que tú deseas, pero la religión, la espiritualidad, o al menos es mi experiencia, es más necesaria, más presente en el siglo XXI que en el futuro. Si queremos seguir, vivir juntos. Y una pequeña matización, porque precisamente la comparación que he hecho de cómo he visto que se convive, o sea, la religión sirve para una convivencia, yo quizás no me he explicado bien, pero lo que intentaba explicar es que la forma en la que incluso yo, sin estar predispuesta a estar en una sociedad con una religión tan marcada como es el Islam en muchos países donde he estado viviendo, y me he visto que con mucha naturalidad podía formar parte de esa comunidad o de ese espacio, por mi trabajo, cuando luego he visto la utilización, que es lo que os estaba diciendo antes, la interpretación, cómo se acaba hablando de radicalismos o de extremismos. Es verdad que el tema de la religión es algo muy complejo, estoy de acuerdo contigo en una parte, pero yo sí que creo que esa utilización es lo que a día de hoy nos está llevando, por desgracia, a una mayor confrontación. O sea, se está usando precisamente esa necesidad también, que yo la conozco muy bien, sé perfectamente que esa parte espiritual tiene muchas cosas buenas que están permitiendo que exista esa convivencia, pero creo que al mismo tiempo se está utilizando. O sea, lo estamos viendo en la propia confrontación del conflicto. Bueno, no vamos a entrar en los conflictos porque entonces ya será muy largo, pero a mí mi sensación es que a día de hoy no se está permitiendo que la religión, tal y como las estabas exponiendo tú y seguramente ella, pueda permitir precisamente esa convivencia o esa paz que necesitamos, vamos. Creo que por desgracia, creo que se está llevando más hacia la confrontación. Y seguramente por una falta, como decía también Ngone, de educación y de entender también por qué esas sociedades viven de esa forma la religión. Pero bueno, ahí lo dejo. ¿Alguien más quiere? Tu veux fermer un peu les... Non, peut-être qu'il y a d'autres Oh, questions. je sais pas. Ils sont fatigués. Ils veulent Ils aller sont manger. fatigués. Ah, ok.
C'est à toi de fermer un peu. Ah, c'est à toi, ouais. Oui, parce que tu as ouvert, donc je ferme. Oui. Donc, moi, je suis en tout cas ravie d'être à Minorque, c'est la première fois. Sandra m'a rappelé qu'en fait, on s'était déjà croisés à Dakar, mais je ne m'en souviens pas. Mais Elsie, peut-être qu'elle se souvient de ma grosse voix dans un petit corps. Ça doit être ça. C'était intéressant d'avoir ces échanges de points de vue. Et moi, je vais continuer à faire ce que je fais et j'ai aucun regret d'avoir arrêté l'architecture. Et je remercie tous les esprits créatifs, qu'ils soient plasticiens, écrivains, cinéastes, de me forcer à me remettre en question, à remettre en question la société dans laquelle je vis, le monde dans lequel je vis, et comment est-ce que moi, je peux mettre en place des dispositifs à travers des projets pour leur donner la voix, en fait, pour leur donner plus de voix, d'être comme un amplificateur et que je ne conçois pas ma vie sans l'art et sans les artistes. Donc, merci les artistes et merci les créateurs et merci tous les activistes du monde qui, certains sont prêts à mourir pour nous, pour qu'on puisse être confortablement ici, de parler de choses graves pendant que d'autres le vivent et parfois en meurent. Ouais. Voilà.